On va notamment analyser ces négociations qui commencent. Sébastien Lecornu multiplie les rendez-vous pour dessiner les contours d'un compromis politique avant de former son gouvernement. Jérôme Rabier. Depuis la passation d'hier à Matignon, Sébastien Lecornu enchaîne les consultations des forces du socle commun. Ce matin, il a rencontré en tête-à-tête les présidents des deux chambres parlementaires, Gérard Larcher et Yaël Braun-Pivet. Pour le président du Sénat, il faut désormais conclure un contrat de gouvernement pour avancer. Je pense qu'en quelques jours, nous pouvons lister les 5 ou 6 dossiers sur lesquels nous pouvons nous mettre d'accord, travailler, exécutif, législatif. Mais les LR préviennent, ils ne veulent ni de la taxe Zuckman sur les hauts patrimoines, ni d'un recul sur la dernière réforme des retraites. Pourtant, le journal Le Monde annonçait ce matin que Sébastien Lecornu envisageait de rouvrir le conclave des partenaires sociaux sur les retraites. Mais la CFDT a déjà rejeté l'invitation. Pour la CFDT, il n'est pas question de relancer le conclave retraite. La seule voie possible est désormais de suspendre la réforme et de renvoyer les choix futurs à 2027. Les socialistes et leurs alliés attendent désormais de vraies discussions avec le Premier ministre, mais même pour les plus ouverts au dialogue, il y a des lignes rouges. Moi, ce que je propose, c'est un pacte de non-censure qui commence par un budget. Mais ça suppose des évolutions. Après, entrer au gouvernement avec M. Retailleau, honnêtement, non. Pour ne pas subir le même sort que ses deux prédécesseurs, le nouveau Premier ministre sait qu'il doit obtenir au moins la non-censure d'une majorité de députés à l'Assemblée. Indispensable pour faire adopter un budget avant la fin de l'année. Et les enchères commencent entre Sébastien Lecornu et le Parti Socialiste. On en débat avec Béatrice Gibelin. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes géographe, directrice de la revue de géographie et des géopolitiques Hérodote. Vincent Couronne, bonsoir. Bienvenue à vous. Vous êtes chercheur en droit, directeur du média Les Surligneurs qui luttent contre la désinformation juridique. J'accueille Julien Denis, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous, journaliste au service politique de France Inter. Et Jonathan Boucher-Petersen, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue Jonathan, vous êtes éditorialiste politique à Libération. Et pour Sens Public, cette saison, on va évidemment longuement parler du fond dans un instant et peut-être sur la forme, Béatrice Gibelin. Est-ce qu'il y a une méthode Lecornu et qu'est-ce que vous en pensez ? En tout cas, on l'annonce en disant qu'il a des dons de négociateur, qu'il a réussi à faire voter sa loi de programme militaire. On entendait même un certain nombre, même un député LFI chanter son savoir-faire lors de cette commission. J'ai vu ça, ainsi que une députée écologiste. Donc c'est quand même assez inhabituel, on va dire. Bon, on dit que c'est quelqu'un de discret, donc fera peut-être des négociations, non pas de façon médiatique, mais de façon effectivement plus secrète, ce qui sera peut-être pas une mauvaise chose. Voilà. Bon, maintenant, il a dit que c'était rupture, pas seulement sur la forme, mais que ce serait rupture sur le fond. Il faudra voir quelle est la marge de manœuvre que le président de la République va lui laisser. Il a l'air d'être occupé par les affaires internationales. Si ça peut durer un moment, ainsi que la défense, ça serait pas mal. Et puis qu'il lâche un peu la bride sur les affaires internes. Apparemment, il a une totale confiance en Lecornu. Il voulait déjà que ce soit lui et non pas François Bayrou. Il n'avait peut-être pas tort. Bon, mais en tout cas, ça a été Bayrou. Donc, je pense aussi que le président sait qu'il n'a plus beaucoup de cartouches et qu'il voudrait bien que ça tienne jusqu'à printemps 2027. Donc, si chacun est un peu conscient des risques qu'il prend, il a petit trou de souris pour que ça passe. Alors on verra effectivement. Mais pourquoi pas si ça passe ou pas. Le fait d'annoncer des négociations avant de former le gouvernement, peut-être de discuter du contenu avant de choisir les hommes, est-ce que c'est inédit ou pas, Vincent Couronne ? Je ne pense pas que ça soit inédit. On est là maintenant dans un moment où le Premier ministre et le Président de la République vont devoir former un gouvernement. C'est une procédure qui peut prendre beaucoup de temps, même si sous la Ve République, habituellement, c'est assez court. En moyenne, 6 jours depuis 1958, en tout cas jusqu'en 2024, parce que depuis 2024, on a eu une gestion d'affaires courantes qui a duré 2 mois, etc. Donc on a un peu, comment dire, faut augmenter la moyenne, mais c'est peut-être pas forcément. Alors c'est intéressant qu'ils disent ça. Est-ce que c'est une porte ouverte à la gauche ou notamment au PS?
c'est peut-être pas forcément prendre les choses dans le bon ordre, puisqu'il faut d'abord consulter les différents partis, les différents groupes politiques à l'Assemblée nationale, et puis ensuite essayer de trouver des compromis avec eux. Et bon, là, si déjà lui-même pose les propres termes du débat, peut-être que peut-être que la formation de ce gouvernement prendra plus de temps parce qu'il y aura de vraies discussions, de vraies négociations. On verra, il doit déjà solidifier son socle commun. On peut déjà dire ça, Julien Henny, parce qu'on a vu le résultat des votes, du vote de défiance contre François Bayrou. Ce socle n'est pas aussi solide. Oui, il s'appelle socle commun, mais en fait, il n'a de commun que le nom depuis quelques mois. On l'a vu sous François Bayrou. Une anecdote assez parlante, je crois. Ce matin, à 8h, Sébastien Lecornu recevait à Matignon tous les chefs de parti de ce socle commun. Ça va de Bruno Retailleau à Gabriel Attal, en passant par... alors, c'était pas François Bayrou pour le Modem, puisqu'il vient de quitter Matignon, c'était Marc Fesneau. Il y a l'UDI qui est là aussi, et bien sûr Édouard Philippe pour Horizon. C'était la première fois que cette réunion avait lieu là, sous ce format. Depuis des mois et des mois, François Bayrou n'avait jamais réussi à les mettre autour d'une même table, tous ces chefs de parti à Matignon. Ça dit une chose, ça dit que Sébastien Lecornu veut d'abord solidifier son camp de base avant d'essayer de gravir l'Himalaya, si on reprend la métaphore bayrouiste. Et donc, ça veut dire qu'il y avait un besoin de cohésion, un besoin de cohérence aussi au sein de ce socle commun. L'idée, c'est de faire bloc et de parler d'une seule voix pour commencer ces premiers jours à Matignon et pour arriver de façon un peu plus cohérente dans le dur, entre guillemets, à partir du début de semaine prochaine, quand il s'agira cette fois-ci de recevoir la gauche, le PS en particulier, et les syndicats, je pense notamment à la CFDT. C'est là que les choses sérieuses vont commencer, mais d'abord réunir sa famille avant d'élargir, c'est la moindre des choses. Oui, alors moi, j'ai pas cette métaphore-là. En revanche, j'ai eu une petite musique dans la tête pendant toute cette journée en pensant à Sébastien Lecornu. J'ai pensé à cette chanson de Philippe Catherine. Ça rappelle les JO. Ça en dit peut-être plus de vous que de Sébastien Lecornu, d'ailleurs. Ça en dit beaucoup de moi, effectivement, de tout ce qui se passe dans mon cerveau. Je suis d'accord, Jonathan. Mais non, mais c'est... Alors, bon, j'ai envie qu'on rigole un peu, ça fait du bien sur un plateau de télé. Mais au-delà de la blague, quand même, il n'y a pas beaucoup de carapace, il n'y a pas beaucoup d'armure pour le protéger des coups, là, ce nouveau Premier ministre. Non, sauf que cette fois-ci, il y a vraiment sans doute le feu au lac. Enfin, qui a envie de la dissolution ? Marine Le Pen, le RN, oui. LFI. Il a même envie de la démission, lui, du président, tant qu'à faire la dissolution. Presque plus que de la dissolution. Oui, tout à fait. Donc, mais ça passe pas. Les autres n'en ont pas envie. Parce qu'il y a trop de danger. Il y a beaucoup trop de danger. Comme les tensions entre LFI et le PS sont maintenant actées, à la limite, le PS faisait encore, j'allais dire, attention parce qu'il y avait les municipales. Mais de toute façon, pour les municipales, LFI présentera des candidats. Enfin bon, la rupture, elle est faite. Donc, à la limite, ils sont plus libres aujourd'hui. Et leur intérêt, c'est d'apparaître comme un parti raisonnable, de gouvernement. Bon. Pour ce faire, il va falloir quand même que dans le camp d'en face, c'est-à-dire que Lecornu lâche vraiment des choses substantielles. Bon. Mais je me dis que c'est l'intérêt de l'un et de l'autre. Et de même, LR a pas du tout intérêt, de mon point de vue, à une dissolution, pas plus que Lyot, pas plus qu'Horizon. Donc à partir du moment où on est conscient de ça, et le PC n'en a certainement pas plus envie, et les écolos, pas vraiment non plus. L'assurance vie du nouveau Premier ministre, ce serait la peur des autres de perdre trop de plumes à une législature. C'est une lecture, mais l'arrêt de mort aussi de beaucoup de ces partis, c'est d'apparaître comme la roue de secours de ce pouvoir. Parce que ce que vous disiez, Julien Henny, c'est on sent que le centre de gravité n'a pas bougé. C'est-à-dire que si l'enjeu, c'est d'abord de solidifier ce socle commun, donc ça veut dire que LR fait partie des meubles, on ne discute pas en se disant on met un petit peu LR à distance et on bascule dans un dialogue forcément plus exigeant, qui demandera forcément un certain nombre de bougées avec les socialistes. C'est-à-dire, on part du principe que ce qui est acquis et ce qui est non négociable, c'est LR. Ils sont avec nous et ils sont bien avec nous. On entend Gérard Larcher beaucoup parler, on entend Bruno Retailleau poser un certain nombre de lignes rouges. Honnêtement, quand on voit la pression que met LR, on ne voit pas exactement ce que Sébastien Lecornu peut dire de très constructif aux socialistes derrière. Et quand même si effectivement le PS a réussi cette dissociation avec LFI qui était sa stratégie, je pense qu'ils s'en sortent bien de ne pas avoir à exercer le pouvoir, le PS aussi. Ah bah, tout à fait. Ils se sont réaffirmés comme une force raisonnable. Ce n'est pas forcément une valeur très positive dans l'esprit des gens, le côté raisonnable. Il y a une demande de radicalité,
il y a une demande de transformation, il y a une demande de rupture. Ça, pour le coup, Sébastien Lecornu a eu le pif de le dire, mais je rappelle que tous les premiers ministres qui l'ont précédé depuis le début du macronisme ont vendu la rupture. Sur les qualités de négociateur, Michel Barnier était le négociateur du Brexit, c'était censé lui donner des ailes, on a vu ce que ça donnait. Donc je pense que c'est quelqu'un qui est habile en coulisses, Sébastien Lecornu. C'est quelqu'un qui a eu un ministère qui était quand même pas le plus dur à gérer, ministère de la Défense ou des Armées. Surtout avec des sous. C'est un ministère obéissant, c'est un ministère bien financé, c'est un ministère coproduit avec le chef de l'État, un contexte international qui en faisait un intouchable. Voilà, c'est autre chose que les Outre-mer où il était avant. Donc maintenant, il faut voir, dans l'exercice du pouvoir, dans un moment absolument explosif, s'il est capable de trouver le moyen de, certes, négocier en coulisses. Il a déjà appelé, tous les responsables de gauche l'ont eu au téléphone. Mais il faut que ça se fasse de façon transparente. Tout ce qui il y a un moment où il faudra l'afficher, la négociation. Sinon, ce sera de la magouille, de la carabistouille, et encore une fois, quelque chose qui crée de la méfiance. S'il n'y a pas effectivement des annonces importantes, alors ça peut être sur les retraites, la pénibilité, la prise en compte des longues carrières. La CFDT met la barre assez haut. On y reviendra sur le fond un peu plus tard. Mais s'il n'y a pas vraiment, j'allais dire, du grain à moudre, comme on disait, très sérieux pour le PS, il n'ira pas. Oui. Parce que là, il va se discréditer. Alors, je parle-y, si vous plaît. Oui, et je voulais ajouter quand même un élément, c'est la proximité des élections municipales. Mettons-nous 2 secondes à la place de la gauche, disons, social-démocrate, le PS, pour faire rapide. Quel intérêt aurait-il à embarquer dans ce qu'ils appellent le Titanic du macronisme, à 6 mois des municipales, alors que la présidentielle approche? Et donc, on comprend bien qu'ils fassent monter les enchères le plus haut possible, parce que le prix que va coûter, entre guillemets, le PS pour monter à bord d'un accord de non-censure dans les prochains mois sera extrêmement élevé s'ils ne veulent pas être totalement balayés dans plein de bastions locaux qu'ils détiennent encore à l'occasion des élections municipales. Oui. C'est une échéance centrale dans les stratégies en cours. Oui. Mais s'ils vont à la dissolution, ils seront balayés dans des élections législatives qui arriveront. C'est le dilemme du PS. Et balayé dans les législatives, ça jouera aussi sur les municipales et ça leur pèsera très très lourd. Donc de toute façon, l'équation, elle est extrêmement difficile. En revanche, ils peuvent se dire, on apparaît comme des gens sérieux, parce qu'il y a quand même beaucoup de Français qui n'ont pas envie du chaos, qui n'ont pas envie d'y retourner à ces législatives en disant on risque d'avoir la même chose et au fond, ça sera un coup pour rien. Il y a aussi cette tendance-là. Et de se dire, on est très ancré localement, nos élus ont d'assez bonnes images, on passe pour des gens sérieux, on sauvera nos municipalités comme ça. Alors, hier, à votre place, il y avait Jean-Daniel Lévy de Harris Interactive, et je lui posais la question alors j'avais mis plein de guillemets, d'un mini-état de grâce pour Sébastien Lecornu, et alors il avait un petit sourire, je pense qu'il avait déjà, mais qu'il ne pouvait pas nous le donner, le sondage qu'il a publié pour LCI, quelques heures plus tard, le verdict est tombé, effectivement. Faites-vous confiance à Sébastien Lecornu en tant que Premier ministre? 34% seulement, c'est 6 points de moins que François Bayrou, 17 points de moins que Michel Barnier. Julien Denis, comment on analyse? Ça s'appelle quoi? Un vote de défiance des Français? Ça s'appelle... Ça dit une chose, au lendemain des mobilisations du 10 septembre. Alors on pourra débattre si cette mobilisation était un succès ou non, mais ça dit, à mon sens, d'abord la fracture de plus en plus béante en ce que peuvent penser tout un tas de citoyens, des centaines de milliers de citoyens, pas seulement ceux qui étaient dans la rue hier, et la représentation politique dont la parole est totalement discréditée, qui a beaucoup de mal à se faire entendre et à montrer au peuple, j'allais dire, avec un grand P, que leurs décisions ont encore la moindre incidence sur leur vie. Là, on parle de dizaines de milliards d'euros d'économies, c'est très peu perceptible par les Français qui s'intéressent encore, ils sont de moins en moins nombreux malheureusement au débat public. Il y a une forme de fatigue démocratique qu'on ressent beaucoup, je trouve. Et donc, que ce soit Sébastien Lecornu, Michel Barnier, François Bayrou ou qui que ce soit finalement à Matignon, les négociations en cours, elles sont à mon sens, elles apparaissent très loin dans les préoccupations des Français. Et donc, je suis assez peu surpris par la cote de popularité de Sébastien Lecornu. S'il parvient en revanche à gravir cet Himalaya dont on parlait, et donc à arracher un accord de non-censure et à passer l'hiver, pour le dire rapidement, on verra s'il est crédité dans l'opinion. Mais pour l'instant, je ne suis pas surpris par ce score très bas. Oui, c'est le budget. C'est le premier obstacle majeur, évidemment, du nouveau Premier ministre. C'est le budget. Oui, le budget doit être... le projet de budget doit être déposé au plus tard le 7 octobre, le premier mardi du mois d'octobre. Et donc là, il y a un enjeu quand même, c'est d'avoir un gouvernement en mesure de pouvoir déposer un projet de loi de finances. Et il n'est pas certain qu'un gouvernement qui gère les affaires courantes soit en mesure de le faire. Aurons-nous un gouvernement dans 4 semaines? C'est pas sûr, parce que, comme on le disait, il faut prendre le temps de le constituer, un vrai gouvernement qui a le soutien de l'Assemblée nationale. Sébastien Lecornu a pour objectif de le faire avant son discours de politique générale, donc ça veut dire avant début octobre. Ça lui laisse 3 semaines. Mais y arrivera-t-il? Il ne maîtrise pas complètement, il n'est pas le seul à maîtriser
c'est fixé. Bien sûr. Voilà. Mais et surtout que là, pour lui, il y a maintenant un enjeu, c'est d'arriver à construire en fait un programme qui fasse l'objet d'un accord de non-censure de la part du PS. Mais on peut quand même s'étonner du fait qu'on n'arrive toujours pas à envisager en France des gouvernements de coalition. Alors certes, il y a l'élection présidentielle derrière, en ligne de mire, qui fait que tous partent divisés. Oui. Mais cette tripartition de 3 blocs à l'Assemblée nationale qui sont antagonistes et qui refusent de travailler ensemble, en fait, ne mène à rien, puisque c'est une situation qui probablement est amenée à durer. S'il y a dissolution... Mais on n'est pas sûr que la dissolution changerait... S'il y a dissolution, il y a toutes les chances que ça ne change pas grand-chose. Si le président de la République démissionne et une fois un nouveau président élu dissout, c'est pas sûr non plus qu'on se sépare de cette tripartition de la vie politique. Et donc, il faut prendre ça en compte. Et j'ai peur que un gouvernement du bloc central ne suffise pas à durer. Avec une autre forme de pression qui nous vient du Fonds monétaire international, dépêche de nos confrères de l'agence France-Presse à l'instant. La France doit poursuivre sur le chemin de la consolidation budgétaire, mais également, comme l'ensemble des pays européens, attaquer la question de sa dette en renforçant sa croissance. C'est la directrice de la communication du Fonds monétaire international qui prononce ces mots. On va, Jonathan, avec vous, évoquer quand même, il y a une question de décalage qui est pas inintéressante sur les dernières 48 heures, un décalage qui vous a sauté aux yeux. Oui, je pense qu'il a sauté aux yeux de tout le monde, mais je trouve que c'est moi qui ai l'occasion d'en parler. Donc ce décalage, c'est celui qu'il y avait en regardant en fait, les chaînes d'infos avec les écrans qui étaient coupés en deux, avec d'un côté cette passation de pouvoir assez classique, assez calme de François Bayrou à Sébastien Lecornu, et de l'autre, au même moment, en parallèle, dans une espèce d'autre réalité, les images de la mobilisation du mouvement Bloquons tout. Comme si en haut, business as usual, d'une certaine manière, on verra après s'il y a des changements, et en bas quand même le retour d'une colère sociale qui était quand même notable, même si effectivement c'était pas une marée humaine, mais voilà, on sent quand même qu'il se passe quelque chose. Il y a un deuxième round qui est prévu le 18 septembre, et cette dualité m'a fait penser à une citation de Lénine qu'on cite pas assez souvent sur le plateau. Non, c'est pas forcément ma cam, mais c'est intéressant. C'est une citation qui a été reprise par le philosophe Michael Fossel dans un texte qu'il a publié chez nous dans l'IB. Donc cette citation, c'est: une situation pré-révolutionnaire éclate lorsque ceux d'en haut ne peuvent plus, ceux d'en bas n'en veulent plus, et ceux du milieu basculent avec ceux d'en bas. On n'en est pas. On n'en est pas exactement là, en tout cas pas encore. Mais depuis la révolte des Gilets jaunes 2018, la grande mobilisation, les grandes mobilisations contre la réforme des retraites, il y a des plaies qui se sont ouvertes, il y a des plaies béantes qu'on n'a pas su refermer, qu'on n'a pas même cherché à refermer. Et au sommet de l'État, on semble ne toujours pas en tenir compte. Il y a un chiffre, les sondages valent ce qu'ils valent, mais dans l'ordre de grandeur, c'est spectaculaire. 65% des Français quand même souhaitent le départ d'Emmanuel Macron. Ça, c'est quand même une donnée structurelle, même s'ils veulent aussi de la stabilité. Et je crois que ça a été cité par Gaël Sliman la semaine dernière sur ce plateau. 25% de ces mêmes Français ressentent un sentiment de dégoût à l'égard du chef de l'État. Oui, donc ça, c'est clairement la cote d'alerte qui est largement atteinte. Avec la force de ce mot dégoût, et avec évidemment la nomination d'un ultra proche comme Sébastien Lecornu, est-ce que c'est une forme de réponse à cette attente? Alors moi, je pense que pas du tout. En tout cas, c'était pas la volonté du chef de l'État. C'est même si on l'a dit, Sébastien Lecornu, il cherche à incarner une autre voie, une autre façon de faire avec ce mot de rupture qu'il a à la bouche, sur la forme comme sur le fond. Mais voilà, aux yeux des Français qui regardent pas forcément dans le détail, qui connaissent pas Sébastien Lecornu, on entend c'est un proche du chef de l'État, et c'est même perçu comme une provocation par toutes les oppositions. Puis dans le timing, le fait de même pas avoir attendu que la mobilisation se passe, voilà, c'est senti comme une forme de mépris à l'égard des colères sociales, démocratiques qui traversent ce pays, cette idée que on avance et le pied de nez, c'est pas grave. Et si on se projette un peu, qu'est-ce que vous imaginez comme conséquence ? Ce qui est sûr, c'est que c'est pas de nature à faire baisser une autre donnée structurelle, c'est le vent dégagiste quand même qu'on décrit souvent et qui existe dans ce pays et qui traverse beaucoup de partis politiques, un vent qui est de plus en plus fort sur fond de défiance à l'égard des politiques, le personnel politique, comme du politique et notamment la démocratie représentative. Si on reprend un tout petit peu de recul, la promesse Macron, c'était quoi ? C'était d'un côté la promesse de réenchanter la vie démocratique, et de l'autre côté, il avait promis de faire en sorte que par son action, il détourne des millions de Français du vote RN. Voilà, sur ces deux sujets, je pense que ça n'a pas besoin d'être très sévère pour dire que c'est un échec patent, et que si demain il y avait les élections, ceux qui peuvent l'attendre avec gourmandise, c'est évidemment le Rassemblement national. Ouais. Merci Jonathan. Comment vous analysez le choix d'Emmanuel Macron ? Alors c'est vrai qu'on lui a souvent reproché de prendre
trop de temps, de procrastiner pour nommer un Premier ministre. Donc là, on ne va pas lui reprocher d'être allé vite. Mais pourquoi il est allé aussi vite sans justement attendre le résultat de la mobilisation d'hier? Parce qu'il savait qu'il de toute façon, il n'en tiendrait pas compte. Ça, je pense qu'il savait qu'il n'en tiendrait pas compte. Ouais. Là-dessus, j'ai pas vraiment de doute. Il y avait eu un vote de défiance majeur avec Bayrou. Il ne voulait pas de Bayrou et on lui a tordu le bras pour... en tout cas, Bayrou lui a tordu pour le prendre. Et il voulait d'entrée de jeu montrer qu'il reprenait la main. Alors oui, il y avait le 10 et il fallait nommer quelqu'un avant le 10, peut-être sous forme de pied de nez. Mais... Au-delà même de ça, je pense que c'était de dire la situation est urgente et il faut tout de suite qu'on montre que ça va changer. Le Cornu est quelqu'un de très différent. Il n'est pas connu beaucoup des Français. Ils ont une très grande défiance envers lui, mais ils le connaissent, pour ainsi dire, pas. Bon, voilà. Alors même s'il a eu... On pourrait presque dire que le résultat du sondage, pardon de vous interrompre, vise pas Sébastien Lecornu, mais plutôt Emmanuel Macron. Toujours, à mon avis, c'est lui qui... Bon, comme lui, il ne va pas démissionner, on peut toujours rêver pour une partie des gens, mais je pense qu'il ne va pas démissionner. Il fallait très vite qu'il reprenne la main. La question vraiment qui se pose, c'est est-ce qu'il laisse Lecornu jouer sa partie et il lui fout la paix, enfin vraiment, est-ce qu'il passe lui sur l'international et les questions de défense internationales qui sont très 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 importantes. Je veux dire, il se joue en ce moment pour l'Europe des choses essentielles. Je veux dire, ce qui s'est passé avec les drones en Pologne, 2 drones qui n'ont pas vu la frontière, ok, 19, ça commence à prendre une autre allure quand même. Bon, donc on est sur une... Et c'est peut-être là que les Français attendent Emmanuel Macron. Et il faut reconnaître au président que depuis son arrivée, il le dit sur ce qu'il faut faire sur l'Europe. Là-dessus, il s'est pas trompé. La marge de manœuvre, elle ne doit pas venir que d'Emmanuel Macron, c'est au sein du groupe et du socle commun, je le répète, que on l'a vu dans la discussion fiscale lors des précédents budgets, que ce soit du côté de LR ou que ce soit chez les héritiers plus ou moins assumés du macronisme, il y a un vrai blocage à proposer, à mettre autre chose sur la table. Je crois on focalise toujours sur Emmanuel Macron, son ego, sa psychologie. Oui, parce qu'il ait fait des petits... Il a plusieurs fois ouvert la porte en disant mettez-vous tous autour d'une table et essayez de... À ceci près qu'on est à un moment qui est vraiment... on est sur le chemin de crête depuis un moment, mais là, cette fois-ci... mais s'ils étaient aussi raisonnables que vous, je serais plus optimiste. Un mot sur Bruno Retailleau et les LR. Je ne partage pas tout à fait ce qui a été dit par Jonathan tout à l'heure là-dessus. Je pense que l'intérêt de Bruno Retailleau, il l'a bien compris. C'est pour ça qu'il ne parle plus de ligne rouge d'ailleurs maintenant. C'est plus l'expression qu'il emploie, il emploie le mot de condition. Il se montre très ouvert finalement, y compris sur la fiscalité des hauts revenus et des hauts patrimoines, parce qu'il a bien compris que son intérêt c'était de rester au ministère de l'Intérieur, qu'il soit entouré dans le futur gouvernement par d'autres ministres LR. Il y en a 6 ou 7 aujourd'hui. S'il reste dans cet étiage, il sera très content. Tout simplement parce qu'il pense à 2027 lui aussi. Il voit bien que sa cote de popularité et son poids politique a grossi depuis un an maintenant qu'il est au gouvernement. Il n'a aucune envie de partir maintenant, c'est trop tôt. Pour Bruno Retailleau, il se projetait plutôt après les municipales pour commencer à acter la rupture définitive avec le macronisme et quitter le gouvernement. Là, quand on écoute ces dernières discussions et quand on discute en off, comme on dit, avec ses lieutenants, on se rend bien compte que... un peu plus flexible sur la taxation des hauts revenus, des hauts patrimoines. Il dit bon, pourquoi pas avancer un peu là-dessus, sur les retraites, la pénibilité. Je suis peut-être un petit peu moins arc-bouté que même ce qu'il disait dimanche dernier à sa rentrée, son discours, j'y étais à Port-Marly dans les Yvelines. Là, depuis la nomination de Sébastien Lecornu, on sent qu'il a gagné en souplesse, disons. Mais sa présence est un repoussoir pour trouver un compromis. C'est-à-dire que si l'équation du nouveau gouvernement, c'est... Pour qu'il y ait une présence de... Non, mais le ministre, ça c'est sûr. C'est l'accord de censure qui compte. Bien sûr, mais la présence... Oui, mais ils l'ont fait une fois et ils s'en sont quand même mordus les doigts et on est quand même... C'est très compliqué pour les socialistes, mais c'est vrai que si Bruno Retailleau reste à l'intérieur, si Gérald Darmanin reste au ministère de la Justice, comme il en a fait l'offre de service, on avait déjà ce ministre Lombard qui était censé être un gage d'ouverture vers la gauche parce que social-démocrate, bon, il a été quand même le coproducteur de ce budget à 44 milliards d'économies. Donc bon, il faut que ça change visuellement aussi. C'est-à-dire qu'il faut que les poids lourds de ce gouvernement soient pas les mêmes. Il suffira pas sinon de financer en coulisses, quoi. Et puis il y a cette notion quand même de crise parlementaire que pointe Emmanuel Macron. Vous l'avez un peu évoqué tout à l'heure, Vincent Couronne. Il y a peut-être chez une partie des Français
la propension à tenir rigueur aux différents représentants des partis politiques incapables de se mettre d'accord ou qui feraient tomber les gouvernements les uns après les autres. Oui, et c'est probablement le plus grave en fait, c'est qu'on a une situation qui est bouillonnante en France, clairement. Jonathan en parlait tout à l'heure, on parlait des gilets jaunes, etc. Et en face, on a un exécutif qui est incapable de prendre acte du fait qu'il est minoritaire et des groupes parlementaires qui sont incapables de se parler entre eux pour construire des majorités. Et donc, on a des gouvernements qui tombent les uns après les autres avec des périodes d'affaires courantes qui ne permettent pas de réformer et des gouvernements de plein exercice qui, s'ils réforment trop, se font censurer ou en tout cas prennent le risque d'être censurés. Donc on est dans une forme d'immobilisme et qui si on ne prend pas acte de tout ça, devrait durer. Si je peux citer ceux qui sont abonnés à la newsletter des Surligneurs ont reçu ce matin un édito de notre faites la publicité. Je fais la pub, voilà, c'est un site passionnant. On a reçu l'édito ce matin de notre constitutionnaliste Bertrand Léo Combrade qui disait que tout ça, en fait, ça pose le risque de l'institutionnalisation de l'inaction politique éternelle. En fait, il faut que les groupes se parlent entre eux. Et je pense que les Français, ils ont aussi envie qu'on puisse agir. Aujourd'hui, on ne peut pas agir. Avec un certain nombre de priorités exprimées par les Français. Alors, ce sont des sondages, ils valent ce qu'ils valent, mais quand même assez intéressants. La question, quels sont parmi les domaines suivants ceux qui devraient être prioritaires pour le futur gouvernement de Sébastien Lecornu? Pouvoir d'achat, qui apparaît en première ligne, 61%. Ensuite, le système social, santé, retraite, 47%, l'insécurité, 44%, les déficits, la dette, quand même en quatrième position, 40%, et l'immigration, qu'on aurait pu imaginer plus haut, en tout cas pour certaines forces politiques, à 40%. Donc il y a cette attente, Julien Denis, et je repose un peu la même question. Est-ce qu'il y a aussi une attente d'une partie importante des citoyens, des électeurs français, pour mettre fin à cette instabilité? C'est-à-dire que, est-ce qu'un parti politique, le PS, on va passer du temps là sur le PS, mais on peut aussi penser à LR, aurait beaucoup à gagner à dire, bon ben voilà, finalement, on accepte de discuter et de faire en sorte qu'il y ait 18 mois de stabilité. C'est ce qui a conduit Bruno Retailleau à voter pour, à appeler, en tout cas il n'est pas député, à appeler à voter pour la confiance à François Bayrou lundi dernier. Même Laurent Wauquiez s'y est contraint. Alors il y a 22 députés LR qui n'ont pas voté cette confiance, soit en s'abstenant, soit en votant contre, mais ils ont bien compris que finalement, à mettre dans la balance les arguments, les contre-arguments, les inconvénients et les avantages de la situation, la stabilité primait sur le reste. Donc c'est une réponse à votre question. Les électeurs de droite, les électeurs conservateurs, pour dire les choses simplement, ont envie de stabilité. D'abord parce que le monde économique en a besoin aussi. On a bien vu à la rentrée du MEDEF, là, début septembre, les appels de Patrick Martin et de tous les patrons qui étaient réunis à Roland-Garros à ce moment-là. Ils ont besoin de stabilité parce que les taux d'intérêt augmentent. Sinon, parce que vous avez encore demain l'agence Fitch, l'agence de notation, qui va rendre son verdict sur la dette souveraine de la France. Peut-être que la France sera dégradée à ce moment-là. Ça aura des conséquences et sur les marchés et à la fin de la piste sur les taux d'intérêt. Ceux qui veulent emprunter de l'argent, pour le dire simplement, pour acheter un logement, seront impactés par ce type de décision. Donc oui, les électeurs de droite et la droite en général, les états-majors parisiens, ont intérêt à la stabilité. Est-ce que c'est le cas aussi des électeurs sociodémocrates, les électeurs du PS ? C'est toute la question. Quand on voit votre sondage, c'est un élément de réponse. Oui, effectivement, pouvoir d'achat, système social, déficit public, dette qui arrive assez haut. Alors on va se concentrer sur le fond. On a beaucoup parlé de la forme, mais effectivement sur le fond de ce que le Parti socialiste notamment pourrait négocier. Que veulent-ils maintenant que Sébastien Lecornu est à Matignon? On en parle avec Quentin Calmet tout de suite. Bonsoir Quentin. Bonsoir. Bienvenue à vous. C'est beaucoup plus calme qu'hier, place de la République. Heureusement. C'était pas ma première manif pourtant, mais voilà. Oui, mais bon voilà, c'était difficile et ça arrive de ne pas pouvoir faire des directs. On va réfléchir à une forme peut-être un peu différente. Parlons des socialistes qui pourrait faire monter les enchères dans les prochains jours. Voilà, les socialistes qui ont déjà immédiatement évacué l'idée d'entrer dans tout gouvernement de Sébastien Lecornu. Le nouveau Premier ministre devrait donc, dans les prochains jours, tenter plutôt de négocier une non-censure en vue de l'examen du budget qui va arriver très vite. Vincent, vous avez rappelé que le texte doit commencer à être examiné le 7 octobre par les députés. Les socialistes qui abordent cette négociation de façon assez dure. Le député Philippe Brun qui a eu cette expression « Un accord avec nous sera super cher ». Nous ferons payer 1000 balles les billets de 10 balles. Écoutez Alexandre Ouzy, un sénateur socialiste, au micro de Public Sénat ce midi. La question, elle n'est pas à poser à nous. La question, elle est à poser au Premier ministre de lui dire... Quel pas va-t-il faire en votre direction? Qu'est-ce que vous pensez du contre-budget des socialistes? Est-ce que c'est ça votre base de travail et de discussion?
Et donc Sébastien Lecornu planche sur des initiatives, évidemment, pour donner des gages au PS. Voilà, on parle de 2 sujets majeurs, Thomas, retraite et taxation des plus riches. Sébastien Lecornu qui pourrait relancer le conclave des retraites, cette réunion entre partenaires sociaux organisée entre janvier et juin dernier qui n'avait pas abouti. La faute, d'après les syndicats de salariés, au patronat qui refusait le volet sur la pénibilité. François Bayrou qui avait dit en juin qu'au moment de l'échec du conclave, il ne restait plus que quelques centimètres à parcourir pour obtenir un accord. L'idée pour Sébastien Lecornu serait donc de reprendre les discussions en mettant la pression sur le patronat avec cet argument. Si le monde économique veut la stabilité politique, il doit faire des concessions sur le dossier des retraites. Oui, alors a priori, la CFDT ayant dégagé l'idée, ça devrait prendre une autre forme. Mais il y a un second sujet, évidemment, très attendu, la taxation des plus fortunés. Voilà, et là encore, Sébastien Lecornu devrait accepter une forme de taxation des plus hauts patrimoines, sans aller jusqu'à la taxe Zuckman, ce que prenaient pourtant les socialistes. Mais pour eux, c'est non négociable, selon Boris Vallaud, patron des députés socialistes. Il l'a dit ce matin sur TF1. 1996, les 500 premières fortunes de France détenaient 6% du PIB. Aujourd'hui, c'est 42%. Que chaque année, depuis plus de 10 ans, leur patrimoine augmente de 10%. Et donc, s'il n'y a pas de taxation des hauts patrimoines, il y a censure, c'est comme ça que ça fonctionne ? Les mêmes causes produisent les mêmes effets, et en effet, un Premier ministre qui refuserait de prendre en considération les attentes légitimes des Français, un changement de politique, s'exposerait en effet aux mêmes sanctions que ses prédécesseurs. L'Élysée qui a fait savoir qu'Emmanuel Macron ne fait pas un tabou de la fiscalité et laisse, je cite, au Premier ministre la liberté de bâtir un compromis, selon un proche du chef de l'État cité dans Le Monde, à condition toutefois de ne pas porter atteinte à l'attractivité du pays ni à ses capacités de production, rappelle-t-on à l'Élysée. Emmanuel Macron qui va donc observer de très près toute cette partie des négociations. Merci beaucoup Quentin. Peut-être que la seconde partie de la phrase est la plus importante dans l'esprit d'Emmanuel Macron. Je veux bien qu'on prenne un peu de temps pour parler effectivement du fond. Cette taxe sur les plus fortunés, les très hauts patrimoines, la taxe Zuckman, c'est au-delà de 100 millions. Au-delà de 100 millions. Ah oui, effectivement, ça ne concerne pas beaucoup de familles en France. On n'est plus dans ce débat sous François Hollande sur est-ce qu'on est riche à 4 000 euros. On est vraiment on s'en souvient de ce débat. C'était pas si facile de définir le seuil de la richesse. Alors, il y a une critique, je veux bien vous entendre là-dessus, sur le risque de fuite des plus riches qui décideraient d'aller voir ailleurs. Il y en aura peut-être quelques-uns qui partiront, bien évidemment. Mais la fuite massive, d'abord, il y a des études qui montrent que c'est faux et qu'il n'y a pas véritablement une fuite massive. C'est pas si simple de partir. Bon, il y a tout le réseau qu'on a, tout le réseau des affaires qu'on a, toutes les ententes qu'on a. C'est pas si facile. On a aussi sa famille, tout ce qui est implanté. Donc, moi, je pense qu'on agite sans arrêt ça. Alors, ils vont tous partir. C'est tous de très, très mauvais Français et ils vont tous s'en aller. C'est pas une très grosse taxe, en plus, si on est honnête. Non, enfin, ça dépend. Ça peut représenter beaucoup d'argent, mais en pourcentage... Et puis, c'est essentiellement sur quand même beaucoup des actions qui peuvent baisser. Et on a une masse à un moment où on est très riche. Peut-être aussi qu'elle peut fondre à un certain moment. La tendance, c'est des patrimoines qui augmentent de 10% par an. Oui, c'est ce qui a été dit. Ouais. Donc, il n'y a pas, à mon avis, on ne prend pas tellement de risques. Je pense que alors là, l'ensemble des Français, y compris les raisonnables sociodémocrates, trouvent qu'il faudrait quand même il pourrait faire un geste. Ce qui a beaucoup, je crois, choqué, c'est que sachant se débrouiller avec un jeu de holding, de très bons conseils, d'anciens inspecteurs des impôts d'ailleurs, qui souvent les conseillent pour ne pas payer trop d'impôts, payent moins d'impôts que les classes moyennes ou que les classes moyennes supérieures. Je veux dire qu'un patron paye moins d'impôts que sa secrétaire, ça passe pas. Bon, et ça passe pas dans des couches très larges de la population. Donc là, il y a peut-être dans ce moment d'exaspération, parce que c'est pas l'ISF, c'est autre chose qui est proposé. Alors, les gens ne comprennent pas forcément exactement comment ça va faire, mais enfin ils savent que les ultra riches vont payer et que c'est très bien s'ils payent. Donc ça, je crois que c'est quand même quelque chose d'important. Et alors, pourquoi, d'après vous, et d'après les informations que vous avez, Emmanuel Macron en fait une sorte de totem.
Pourquoi il ne veut pas lâcher? Il a dit qu'il ne le ferait plus. Alors justement, le totem est de moins en moins solide, manifestement, puisque alors ce sont les éléments de langage qu'on nous transmet. Moi, je retiens à condition que de l'attractivité. Oui, alors la taxe Zucman à 100%, je pense que les socialistes peuvent déjà l'oublier. Je pense qu'ils en ont conscience. Il faut monter les enchères, c'est le jeu politique. Mais la taxe Zucman appliquée telle qu'elle et telle que Gabriel Zucman la présente sur tous les plateaux ces derniers jours, je pense que ça n'existera pas. En tout cas, dans l'esprit d'Emmanuel Macron et de Sébastien Lecornu, c'est pas acceptable, précisément pour préserver ce qu'Emmanuel Macron appelle sa politique de l'offre depuis 2017 et dans un souci de cohérence. Chacun se fera son avis, mais c'est ce que pense le chef de l'État en ce moment et c'est ce qu'il fait savoir, en particulier depuis la nomination de Sébastien Lecornu. En revanche, aller dans ce sens-là, une taxation exceptionnelle qui existait déjà, je vous le rappelle, sous Michel Barnier, dont avait aussi parlé François Bayrou le 15 juillet quand il avait présenté son projet à 44 milliards d'euros d'économie. Pourquoi pas une sorte de taxe Zucman sans toucher les outils de production, par exemple. L'un des patrons du socle commun évoque cette hypothèse-là. Ce serait une sorte de mi-chemin. Voilà. En tout cas, on comprend bien que les hauts revenus et les hauts patrimoines sont dans le collimateur. Après, c'est une histoire de curseur. Ouais. À quel niveau est-ce que l'exécutif acceptera d'aller? Et qu'est-ce qui sera acceptable ou non pour le PS? C'est toute la question des négociations qui s'ouvrent à partir de la semaine prochaine. Parce que Vincent Couronne, il faut quand même à minima une ou deux victoires symboliques pour le Parti socialiste. Et sur le fond, là, on ne parle pas de la forme, on parle du fond. Oui, c'est ça. On disait tout à l'heure que c'était plutôt une bonne chose pour le PS de s'être déclaré comme étant disponible pour constituer un gouvernement et que finalement, il n'y soit pas. Comme ça, il ne prend pas de risque. Et à ne pas y être, il peut très bien effectivement arriver à négocier une ou deux victoires très symboliques pour la gauche et ensuite pouvoir pour les municipales, pour la présidentielle, pouvoir le valoriser sans avoir pris le risque de prendre des coups en étant au gouvernement. Donc c'est une position plutôt confortable, en fait, je dirais, pour le PS. Alors il y a donc cette question des très hauts revenus. Non, juste un mot, parce qu'au-delà des chiffres et de la philosophie d'Emmanuel Macron, je pense qu'ils sont en train de se rendre compte que c'est aussi une chance de changer un tout petit peu le prisme, de ne pas être simplement sur le plan Bayrou, qui a quand même été très largement rejeté par les Français, par les représentants à l'Assemblée, mais par les Français d'une manière générale, et d'intégrer... Notamment avec à cause des... Avec l'extrême précision sur les efforts à demander aux Français, les vagues évocations d'une contribution des plus riches. Donc l'enjeu de dire que trouver, même si ce n'est pas le rendement de 15 milliards de la taxe Zucman, même si c'est 8, 10 milliards qui arrivent dans le volet recettes, parce que c'est ça le grand tabou du projet Bayrou, c'est de pas du tout s'interroger sur les recettes. Ça donne de la marge de manœuvre pour desserrer les taux. Politiquement, ça veut dire, regardez, on a demandé l'effort à tout le monde, donc c'est légitime que chacun contribue à hauteur de ses revenus. Ça change quand même la façon d'avoir la même trajectoire, en fait, parce que ce que les socialistes, eux, poussent le curseur, ils étaient à 22 milliards, enfin, voilà, c'est encore une autre politique, mais je pense que Emmanuel Macron, qui est pas facile à faire bouger, je pense qu'il est en train de comprendre que c'est à peu près sa seule chance d'arriver à entraîner le pays. Et donc voilà, je pense que c'est plutôt une main tendue constructive et utile que lancent les socialistes. Après, ça ne peut pas se faire sur 2 milliards comme sous Michel Barnier. Il faut que ce soit significatif. Alors, il y a un de nos téléspectateurs, Abdel, de Sainte-Geneviève-des-Bois, qui c'est ce que vous disiez tout à l'heure, hein, avez-vous pris une machine à remonter le temps en 1980, lors de l'élection de François Mitterrand? Les riches devaient partir aussi. Sont-ils partis? Je vous pose la question. Il y en a qui sont partis. Il y en a qui sont partis. Moi, qui suis originaire du Nord, je peux vous dire qu'un certain nombre de grandes familles du Nord a passé la frontière rapidement. Oui. Et est-ce qu'ils sont revenus assez vite? Non, ils sont pas revenus. Pas avant 1995, quoi. Non, même pas. Ça fait long, 14 ans encore. Mais c'était tout à fait un autre contexte et on ne parlait pas des ultra-riches. L'ISF tombait sur déjà, on va dire, des grandes fortunes, c'est vrai, mais assez vite aussi sur des classes moyennes, supérieures aisées, on va dire. Allez, il nous reste quelques minutes, 5-6 minutes pour parler quand même de ce rendez-vous du 18 septembre maintenant, qui sera peut-être plus important finalement que la journée Bloc-Contour qu'on a vécue hier. Sébastien Lecornu a appelé rapidement Marie-Lise Léon pour une prise de contact. Ils doivent se rencontrer. On écoute la secrétaire générale de la CFDT. Des discours de changement de méthode, j'ai compris, ce vote m'oblige. Enfin, je pense que tout le monde a bien en tête ce type de phrases qui vont être prononcées. C'est pas que j'y crois pas, c'est que je vais croire sur pièce. Et je pense qu'il faut prendre au mot le nouveau Premier ministre qui nous dit qu'il va faire différemment. Ok, mais ça veut dire qu'il faut surtout, au-delà de faire différemment, il va falloir penser différemment. Aujourd'hui, tel que les choses ont été posées, si les totems et les dogmes restent du côté du gouvernement, ça n'avancera pas. Donc il faut pouvoir avoir des preuves de ce qu'il avance. Donc on attend de voir. Béatrice Gibelin, je reste avec vous sur l'enjeu de la mobilisation du 17. Est-ce que c'est finalement, à votre avis, plus important
que l'enjeu de la journée d'hier. Moi, je pense parce que hier, il y avait à négocier quoi que ce soit avec personne. Dans j'allais dire, le brouhaha, dans le chaos, dans l'hétérogénéité. Le 18, si les syndicats réussissent une assez forte mobilisation, alors c'est un signe envoyé à Lecornu. Tu as intérêt à négocier avec les syndicats. Fais attention, parce qu'on est nombreux, on est mobilisés. Donc, dans une intersyndicale aussi. Donc je pense que là, effectivement, de mon point de vue, la journée du 18 va être une journée beaucoup plus importante que celle-ci. On ne va pas rejouer les gilets jaunes. Ça, moi, je n'y crois absolument pas. On ne va pas retrouver des carrefours occupés, des ronds-points, etc. Hier, on en pense ce qu'on en veut, mais honnêtement, le ministère de l'Intérieur avait compris comment il fallait faire pour que ça ne puisse pas se passer de la même façon. Moi, je maintiens que 1000 personnes devant la gare du Nord qui voulaient rentrer pour occuper les voies, réussir à ce qu'ils ne rentrent pas sans qu'on ait trop de casse, il fallait quand même réussir à le faire. Donc là, je pense qu'on est... Et qu'est-ce qu'on a ? On avait énormément de jeunes. Énormément oui, c'était pas la même sociologie que les gilets jaunes. Pour moi, ça n'a rien, très peu. Ça se recouvre un peu, avec une certaine nostalgie. Mais c'est pas les lendemains qui vont chanter avec ça. En revanche, le 18, s'ils réussissent et si les syndicats réussissent, alors là, ils sont dans un rapport de force pour négocier qui est d'une autre nature. Mais avec quel interlocuteur ? Il n'y aura pas de ministre. Enfin, un ministre qui expédie les affaires courantes, est-ce qu'il peut négocier avec des syndicats qui viennent de mobiliser, je ne sais pas, on verra, des centaines de milliers de personnes dans les rues? Oui, il peut négocier, il peut discuter, il peut aller très loin, mais il ne peut rien acter. Voilà. Il ne peut pas prendre de décision politique alors qu'il gère les affaires courantes. Mais il peut faire avancer les discussions très loin jusqu'à préparer un accord pour le gouvernement de plein exercice qui sera nommé juste après. Est-ce que ce n'est pas du côté du MEDEF qu'il faut regarder ? Je termine là-dessus, Julien Lely, parce que j'y étais aussi aux universités d'été, aux journées de rentrée du MEDEF à Roland-Garros, et qui évidemment étaient tous remontés contre l'instabilité gouvernementale, la chute annoncée de François Bayrou. Il va peut-être falloir qu'il accepte de bouger sur la pénibilité pour donner un peu de stabilité. Vous voyez ce que je veux dire ? On peut leur retourner l'argument. Je peux vous faire le même raisonnement avec le MEDEF que celui qu'on faisait avec LR. Finalement, il va falloir qu'il fasse preuve d'un peu plus de souplesse. Les temps ont changé. Sous François Bayrou, manifestement, ils n'étaient pas prêts à bouger. On se souvient des conclusions du conclave, comment ça s'est passé cet été. Là, si vraiment la stabilité est ce qui leur tient le plus à cœur, je parle des patrons, il va falloir manifestement qu'ils fassent ce qu'on appelle, j'aime pas beaucoup ce mot, mais un bouger, c'est un terme très macroniste, qu'il fasse des compromis aussi, bien sûr, sur la pénibilité, ça semble évident, sur les carrières des femmes aussi, c'était ce qui était dans le pré-accord issu du conclave. Il reste quelques centimètres, on l'a dit. Pardon, je l'interromps, on ne revient pas sur l'âge légal, mais en revanche, sur les modalités. On fait évoluer les modalités pour les carrières hachées, pour les carrières des femmes, qui, par définition, sont plus hachées pour celles qui ont des enfants, etc. Sur la pénibilité, on en a parlé. Ça fait partie des petites marges de manœuvre qu'ils peuvent avoir. Maintenant, c'est ce que Donald Trump appelle les deals. Voilà, il va falloir faire un deal et avec le MEDEF, et avec la CFDT, et sur le champ politique avec LR, avec le PS. C'est le en même temps sauce 2025 qu'il va falloir réinventer si Sébastien Lecornu veut passer l'hiver. Ça suffira pas forcément. On entend quand même Marie-Lise Léon, elle a vraiment au travers de la gorge ce conclave qui était quand même une arnaque. Aujourd'hui, dans les mots qu'elle dit et qu'on n'a pas entendu là, elle dit suspension de la réforme avant de commencer à discuter. Ça, c'est une position qui n'était pas celle de la CFDT jusqu'à présent. Mais ça peut rebouger aussi. Bien sûr, ça peut rebouger, mais ça montre que du côté du PS comme du côté de la CFDT, qui sont les deux interlocuteurs, c'est-à-dire le gouvernement doit assumer d'être un peu en situation de faiblesse. Merci beaucoup, merci à tous d'avoir participé à ce débat. On a choisi une photo de Sébastien Lecornu derrière vous. Soucieux, qui est occupé. Et préoccupé. On comprend qu'il le soit. On lui souhaite quand même bon courage. Merci beaucoup d'avoir participé à ce débat. Je vous dis à bientôt sur Public Sénat.